All rise, veuillez vous lever. The International Criminal Court is now in session. L'audience de la Cour pénale internationale est ouverte. Please be seated. Veuillez vous asseoir. Good morning to everybody. Le président, bonjour. Bonjour à tout le monde. Bonjour aux personnes qui se trouvent dans la galerie du public. Et bonjour à vous, monsieur le témoin. You. We start now. Donc, nous allons avoir un premier volet d'audience d'1 h 30. Et comme hier, nous aurons une pause d'une demi-heure, puis nous aurons 1 heure d'audience. Ensuite, nous aurons 1 h 30 de pause déjeuner. Et puis finalement, nous siégerons de 15 h à 17 h, donc pendant 2 heures, si cela est nécessaire. Et je donne immédiatement la parole à la défense de M. Gbagbo. Maître Altit. Merci, Monsieur le Président. Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour, Madame. Bonjour, Monsieur. Bonjour, Monsieur le témoin. Bonjour. Vous êtes reposé un petit peu? Oui, ça va, merci. Très bien. Monsieur le Président, avec votre permission, nous allons aller en session à huis clos partiel pour commencer et ça ne durera pas très longtemps au tout début. Okay, let's go brief. Bien, nous allons brièvement passer à huis clos partiel. Nous sommes en audience publique, Monsieur le Président. Maître Altit. Merci, Monsieur le Président. Alors, il a été question d'un monsieur Montoya qui aurait livré du matériel militaire aux autorités ivoiriennes. Correct? Oui, Savez-vous si monsieur Montoya avait un passé militaire? je n'ai pas connaissance de son passé militaire. Je sais simplement que c'est lui qui a fait des livraisons en 2002-2003 avec la Biélorussie. D'accord. Savez-vous si ce monsieur Montoya était lié au service secret français? Je ne sais pas. D'accord. Il a été question d'un monsieur Lafont qui aurait livré des munitions aux autorités ivoiriennes, correct? Oui, D'accord. Savez-vous si monsieur Lafont avait un passé militaire? Monsieur Lafont a été parmi les premiers légionnaires français qui sont venus sur le sol de Côte d'Ivoire dans la première phase d'interposition. Il faisait partie du premier détachement. Les légionnaires français. D'accord. Et si je comprends bien, donc, une fois rendu à la vie civile, il s'est installé comme dirigeant d'une société de sécurité, c'est ça? Voilà, il a fini donc son temps de premier détachement. Quand ils ont fini son premier détachement, il est rentré en France. Et c'est après qu'il est revenu maintenant, je pense, je ne sais pas s'il a fait une mise en disponibilité ou un retrait définitif. Là il s'est attaché à une Ivoirienne. Et donc il est venu s'installer en mettant en place la société de gardiennage et la société d'aviation Sofia Airlines.
À votre connaissance, il est toujours présent en Côte d'Ivoire? Je ne vous ai pas bien entendu. À votre connaissance. Can you please not over? Pourriez-vous essayer de ne pas parler en même temps? Voilà, je prends les devants pour ce qui est des interprètes. Répétez ma question. À votre connaissance, se trouve-t-il toujours, Monsieur Lafont, en Côte d'Ivoire? Non, il était annoncé au Togo. Au Togo, après, j'ai dit qu'il serait au Maroc, et un de ses frères, mais je ne crois pas qu'il soit encore en Côte d'Ivoire. Je n'ai pas encore connaissance qu'il soit encore en Côte d'Ivoire. Vous parlez de Monsieur Lafont ou de Monsieur Montoya? Je parle de Monsieur Lafont. D'accord. Et Monsieur Montoya, se trouve-t-il toujours en Côte d'Ivoire? Je n'ai pas de ces nouvelles. Monsieur Lafont, savez-vous s'il était lié au service secret français? Je n'avais pas de situation formelle, mais je ne peux pas confirmer. Je ne peux pas confirmer. Et ça ne m'étonnerait pas qu'il ait des relations avec le secret. D'accord. Je vais repasser très brièvement à huis clos, à huis clos partiel, Monsieur le Président, avec votre autorisation. Et après, je pense pouvoir revenir dans quelques minutes en séance publique. Let's go in private session. Eh bien, nous allons passer à nouveau à huis clos partiel. Nous sommes en audience publique, Monsieur le Président. Maître le titre. Merci, Monsieur le Président. Alors, puisque nous sommes en audience publique, et je parle, Monsieur le Président, notamment à ma contradictrice, puisque nous sommes en audience publique, je ne ferai pas référence aux transcrits. Évidemment, les transcrits, j'ai les références, mais pour éviter qu'on passe en session à huis clos puis en audience publique, les références sont faciles à trouver. Tout ce qui est dit, tout ce que je vais dire ressort clairement de ce qui a été dit. Voilà, c'était pour vous prévenir, n'est-ce pas? Et si jamais vous avez des questions sur tel ou tel point, lorsqu'on reviendra en audience à huis clos, je pourrai y répondre naturellement. Mais comme je reprends une partie de ce que vous aviez vous-même dit, je pense que ça ne posera pas de problème. Bien sûr que ce n'est pas un problème. Si mon confrère pouvait juste me donner la référence du compte-rendu d'audience en français. Bon, s'il y a quelques soucis, au moins nous aurons la référence. Bon, essayons comme ça. Commençons avec les transcrits du 7 juillet, version française, page 19, ligne 27. Alors, monsieur le témoin, vous vous souvenez qu'on parlait du camp d'Agban? Et, si j'ai bien compris, vous nous disiez que dans ce camp, pendant la crise post-électorale, se trouvaient entre 3 000 et 3 500 personnes
du fait qu'un grand nombre de civils s'y étaient réfugiés, si j'ai bien compris, environ 2000. Est-ce que c'est ce que vous avez dit? Est-ce que c'est exact? Oui, j'ai dit qu'environ 3500 personnes étaient dans cette caserne, donc au moment de la crise. D'accord. Et parmi ces personnes, combien de civils, à peu près une estimation? Donc, on peut parler de 1500 à 2000 quand même civils qui étaient présents. D'accord. Ce camp-là dont nous parlons, est-ce qu'il a été attaqué? Oui, cette caserne a subi les bombardements de l'ONUCI et de l'armée française. Et précisément le dimanche 10 avril. Et donc, à l'issue de cela, il y a eu un décès, une petite fille de 14 ans qui s'appelle Andrea. D'accord. Alors, on va y revenir tranquillement. Vous nous parlez, d'un bombardement de l'ONUCI. Un bombardement qui s'est déroulé comment? Avec quel matériel? Avec 2 hélicoptères de type Gazelle. D'accord. Donc, les hélicoptères de l'ONUCI bombardent le camp où se trouvent des gendarmes et des civils. C'est bien exact? Oui, Quel jour? c'est dimanche 10 avril. D'accord. Auparavant, les hélicoptères de l'ONUCI n'étaient pas intervenus contre ce camp. Ils n'étaient pas intervenus, ils avaient survolé. Ils avaient survolé à plusieurs reprises avant, mais avant le 10 avril, ils n'étaient pas encore intervenus. D'accord. La petite fille dont vous parlez, elle a été tuée du fait de ce bombardement par les hélicoptères de l'ONUCI? Oui, ils n'avaient pas réussi à atteindre, je crois, les objectifs qu'ils se faisaient et ils ont commencé à tirer avec les armes lourdes type 12-7-14-5. Les armes du type 12-7-14-5 qui étaient montées à l'intérieur des hélicoptères. Et c'est en tirant sur les bâtiments, dans les bâtiments où habitaient les familles, cette petite fille étant à l'intérieur de sa maison, une balle qui a traversé la maison du côté de la cuisine, et donc qui a découpé en deux. D'accord. Vous connaissez son nom à cette petite fille? J'ai dit, elle s'appelle Andrea Corbena. Personnel. D'accord. À votre connaissance, pendant la crise post-électorale, les hélicoptères de l'ONUCI ou plus généralement les matériels de guerre de l'ONUCI ont-ils attaqué d'autres positions de l'armée gouvernementale ou de la police ou de la gendarmerie? Vous dites pendant la crise post-électorale ou Pendant la pendant la crise? crise post-électorale? Oui. Pendant la crise post-électorale, les bombardements qui étaient opérés sur la résidence du chef de l'État, les bombardements ont été aussi opérés à la caserne de la marine, à Yopougon, Lokodiro, la base maritime de Yopougon, Lokodiro. D'accord. Est-ce que Et aussi à la caserne d'Aquedo, la nouvelle caserne d'Aquedo. savez-vous s'il y a eu des morts
à l'occasion de ces attaques, et en particulier s'il y a eu des morts civiles? Je n'ai pas eu connaissance, maître. D'accord. Ça, c'est pour les hélicoptères de l'ONUCI. Maintenant, vous nous disiez tout à l'heure qu'il y avait eu sur le camp Agban des attaques. Alors, si j'ai bien compris, c'était des hélicoptères français, c'est bien ça que vous nous avez dit? Oui, oui, Gazelle. Le type Gazelle. D'accord. Quand ont eu lieu ces attaques? Je l'ai dit que les attaques sur la caserne, là, c'était le 10 avril. D'accord. Donc, si je comprends bien, vous nous dites qu'il y a eu une attaque concertée ONUCI armée française sur la caserne Agban le 10 avril, c'est bien ça? C'est cela, oui. D'accord. À votre connaissance, y a-t-il eu pendant la crise post-électorale d'autres attaques menées par des troupes françaises ou des militaires français contre des positions de l'armée ivoirienne, de la police, de la gendarmerie? Pendant toute la crise, d'abord, tous les points depuis Diopoué, dans les rapports qu'on a eus depuis Diopoué jusqu'à Tiébissou, tous les points qui ont été désertés par les forces de défense et de sécurité l'ont été parce que les attaques rebelles ont toujours été précédées par un pilonnage de l'aviation de l'ONUCI ou de l'armée française. Mais- Donc ça, c'est sur le plan général. Monsieur. Pardon, je vous interromps, hein, vous m'excusez, mais parce que c'est très important pour nous. On essaie de comprendre ce qui a pu se passer pendant cette crise. Donc, je vais essayer de préciser là, pour qu'on comprenne bien. Ce que vous nous dites à l'instant, c'est que lorsque les forces rebelles sont descendues du nord au sud, sur leur progression, à chaque fois qu'elles se sont attaquées à une ville ou un village ou une position fortifiée, les hommes de l'armée gouvernementale ne pouvaient pas se défendre parce qu'ils avaient été préalablement attaqués, soit par des hélicoptères de l'ONUCI, soit par des hélicoptères français. Est-ce que c'est bien ça que vous nous dites? C'est ça, Maître Altit, you are always summarizing. Maître Altit, vous résumez, vous allez nettement au-delà de ce qui est dit. Vos résumés vont trop loin, vraiment, vraiment. Parce que quand vous dites pour que on comprenne mieux, bah, vous savez, on a compris. C'est simplement que vous vous offrez l'occasion de résumer un concept. Et moi, je pense, surtout ici, vous avez été trop loin. Le Président, je vais reprendre point par point, mais c'est bien ça qu'avait dit le témoin. Mais je vais reprendre point par point et je comprends tout à fait votre intervention. Donc, monsieur le témoin, vous avez compris? Yes, but if the wit Le juge président. Oui, mais si le témoin a déjà dit quelque chose et vous répétez, moi je ne vois pas pourquoi vous devez répéter. there's obviously is a technique. Je sais que c'est une technique de l'interrogatoire, je comprends. Mais je crois que vous devez faire preuve de plus de réserve quand vous résumez. Vous pourriez aussi très bien ne pas résumer. Parce que nous comprenons, on entend exactement la même chose que vous. Monsieur le Président, d'accord. Je vais donc, monsieur le témoin, vous poser des questions point par point. Comme ça, pas de résumé possible, mais plus de précision de votre part. D'accord? D'accord. Donc, vous nous dites, vous nous avez dit attaque préalable des forces de l'ONU et des forces françaises sur les points d'appui de l'armée ivoirienne. Et je voulais distinguer, faire apparaître les différentes étapes. Donc, ce que vous dites, c'est à quel moment, ça, ces attaques dont vous parlez, et où sur le territoire national? Parce que c'est ça qui est important, parce que sinon, enfin, allez-y. D'accord. Donc, le début des attaques, sur le plan chronologique,
je ne suis pas... mais je sais que les attaques, au moment où elles ont commencé sur toute l'étendue du territoire, ont commencé par Djokwe. Et à Djokwe, il y a eu une première riposte des forces de défense et de sécurité. Et face à l'incapacité des forces nouvelles d'avancer sur ce terrain de Djokwe, c'est l'armée de l'ONUCI et l'armée française qui ont pilonné les premières positions à Djokwe, qui ont fait sauter le verrou et qui ont permis donc aux forces nouvelles d'évoluer jusqu'à Djokwe, où ils en sont pris aux civils qui se sont réfugiés dans l'église catholique de Djokwe. L'église catholique de Djokwe qui est située à environ un maximum de 300 mètres à peu près de la base de l'ONUCI. C'est là que j'ai ouï dire que près de 800 personnes ont été massacrées. Donc, c'est parce que l'armée de l'ONUCI et de l'armée française ont fait sauter les verrous que de ce côté, les forces nouvelles ont pu évoluer. Ensuite, le même scénario s'est réalisé aussi à Galois. Galois a sauté aussi le verrou de Galois. Le même scénario a été joué à Tébissou. Et donc, c'est quand ce scénario a été joué à Tébissou, au niveau de la caserne d'Abobo, les éléments de la zone opérationnelle m'ont pris peur. Et ils ont eu les premiers survols des hélicoptères de l'ONUCI et ils ont quitté les lieux pour ne pas avoir à se faire pilonner l'aviation. Donc c'est sur le plan général, les attaques générales qu'il y a eu de l'armée française de l'ONUCI. Mais il y a eu aussi à Abidjan, comme je le disais tantôt, il y a eu la caserne de Koumassi. La caserne de Koumassi, qui, elle, a été attaquée par le blindé de l'armée française. Il y a un gendarme qui est mort à cette occasion. Il y a eu aussi l'attaque de la marine nationale. Il y a eu aussi l'attaque de camp d'Apuedo, l'attaque aussi de la caserne d'Alban. Voici les différentes attaques des forces étrangères que j'ai pu dénombrer. Merci. Vous nous avez parlé de l'attaque de Koumassi par des blindés français. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus et nous dire quand a eu lieu cette attaque à peu près? Je ne peux pas dire la date précise, mais je sais que c'est entre le 5 et le 11 avril que cette attaque-là a eu lieu. Et en ce moment, c'est un jeune officier du nom de capitaine Lobognon, qui était en service comme commandant de cet escadron. Monsieur le témoin, n'en dites pas trop sur qui faisait quoi. Je vous poserai des questions si besoin est, d'accord? Mais n'oubliez pas que vous êtes en séance publique. Alors, il y a eu des morts lors de cette attaque de Koumassi par les blindés français? Oui, il y a un jeune gendarme qui était sur un Mirador, qui a été cueilli par un tir de canon. Je ne peux pas préciser le tir, si c'est 80 mm ou 90 mm.
Et pourquoi ils attaquaient Koumassi? Et comme la caserne d'avant, moi si aussi était resté en défense ferme par rapport à sa caserne. Et donc, le but, c'était quoi? Le but c'était de les déloger. D'accord. Cette attaque menée par des blindés français, à votre connaissance, elle était soutenue par des forces rebelles ou il n'y avait que les blindés français? Je n'ai pas les détails. D'accord. Vous nous avez parlé, si j'ai bien compris, de l'attaque par les forces françaises du quartier général de la Marine, c'est ça? Oui. C'était quand? Cette attaque-là, je pense à la période du 10 au 13, 14 avril par là. Quels étaient les matériels utilisés par les forces françaises? C'est toujours l'aviation. Et quand vous dites aviation, vous pensez hélicoptère? Oui, hélicoptère précis. Il y a eu des morts? Je ne sais pas, je ne sais pas. Pourquoi attaquer ce quartier général de la Marine, à votre avis? Enfin, pourquoi? Quel était le but stratégique? Je ne suis pas dans la stratégie de l'armée française, donc je ne sais pas quel était le but principal qu'il visait. Vous nous avez parlé, monsieur le témoin, de l'attaque contre le camp d'Aquedo. À quelle période cette attaque? Je peux dire que c'est le 10 avril. 10 avril, et puis ça aurait pu aussi, je crois, le 11 avril. Le camp d'Aquedo a été bombardé avant le camp de la caserne d'Aban. Donc, je peux dire que c'est le 10 avril que ce bombardement a commencé. Et quelles étaient les forces françaises qui ont mené l'attaque? Quel était leur équipement? C'est les mêmes, c'est les deux gazelles qui ont fait l'attaque de la caserne d'Aban. C'est les deux gazelles, c'est les mêmes gazelles qui ont fait l'attaque au camp d'Aquedo. Il y a eu des morts? Je ne sais pas, mais c'est qu'ils ont mis à plat tout ce qui était matériel lourd, VDA, blindé, qui était là-bas. À votre connaissance, est-ce qu'il y avait des civils au camp d'Aquedo? Il y a toujours dans les casernes, les civils au camp d'Aquedo ne sont pas très nombreux, mais il y en a puisque il y a plusieurs militaires qui vivent dans les studios avec petites familles. D'accord. Avez-vous souvenance d'autres attaques françaises, notamment des attaques par les blindés ou par les hélicoptères? À part cela, bien entendu, il y a le palais présidentiel, où il y a eu quelques tirs. Il y a la résidence du chef de l'État, où il y a eu un feu d'artifice le 11 avril. Qu'est-ce que vous voulez dire par feu d'artifice? Parce que là-bas était, en termes d'intensité, je peux dire qu'après un peu d'eau, il y a eu plus de feux intensifs à la résidence du chef. Et qui était l'origine de ces feux? Qui est-ce qui menait l'attaque? C'est les deux mêmes gazelles là, ils ont fait un système en triangulaire.
un système en triangulation. À peu de Kazan d'Alma, et puis il atterrit sur la résidence. J'oublie aussi qu'il y avait aussi le DEMI aussi, qui a été pilonné. Et c'est à l'intérieur de ce pilonnage-là que le colonel d'Abri Adolphe est décédé. Le bombardement de la résidence présidentielle, il a eu lieu de quand à quand? Je crois qu'il y a eu le 10 avril, et puis, excusez-moi, la totale était le 11 avril. Quand vous dites la totale, vous voulez dire quoi exactement? Parce que c'était le dernier bombardement. Et comme on dit, c'est une déformation peut-être professionnelle, mais comme on vient de jouer l'Euro, comme si c'était la finale, il y avait lieu là-bas. D'accord. Parmi les hélicoptères qui bombardaient la résidence présidentielle, y avait-il des hélicoptères de l'ONUCI? Moi, c'est les deux gazelles là que j'ai vues. Je ne sais pas si les côtés de l'UNICI. Mais c'est les deux gazelles là de l'armée française que j'ai vues. Je ne sais pas si tu avais au coin de l'UNICI ou pas, mais c'est les deux gazelles là que j'ai vues. D'accord. Alors, monsieur, nous allons vous montrer quelques images. Mr. Witness, Monsieur le témoin, puis-je vous demander de ralentir votre débit, je vous prie, afin que nous ayons le temps, en cabine d'interprétation, de mieux vous traduire et retranscrire. Merci, Monsieur le Président. Je vais faire l'effort. Alors, monsieur le témoin, nous allons vous montrer quelques images. Alors, il s'agit de la vidéo CIV D15 0001 39 45. Et pour les parties, c'est la pièce 180 sur notre liste. Il n'y a pas de timecode, Monsieur le Président, parce que nous allons montrer toute la vidéo qui dure à peu près 25 secondes. Monsieur le témoin, regardez bien la vidéo, je vous interrogerai après. D'accord ? Could we just have a source and a date for this? Peut-on avoir la source et la date de cette vidéo? C'est 4 avril 2011. Alors, je vais vous répondre sur ce que c'est, mais j'aurais voulu d'abord demander au témoin s'il reconnaissait les lieux. Une fois qu'il aura reconnu les lieux, je pourrais vous dire ce que c'est. Ça me semble plus logique que le contraire. Alors, monsieur le témoin, est-ce que vous reconnaissez les lieux, les lieux qui sont le théâtre de cette vidéo? Non. Il y a longtemps que
que je ne vois plus la ville, donc je n'ai plus les repères. Je ne vois pas. Vous ne savez pas où les événements qui ont été tournés ont eu lieu, vous ne savez pas. Non, je ne vois pas. D'accord. Bon, d'accord. Alors, ceci dit, je peux maintenant vous répondre. Il s'agit d'un document YouTube pris par un civil habitant à 500 mètres du camp d'Aquedo. Il s'agit du bombardement de la poudrière du camp d'Aquedo. Pour vous répondre. Well, thank you for Mr. Alti for giving evidence there. Merci beaucoup à Maître Alti. Le juge président, de toute façon, il a déjà dit qu'il ne pouvait pas dire. Oui, c'est clair. C'est pour ça que je voulais l'interroger d'abord. Il est clair qu'il n'a pas reconnu. Et maintenant, je peux donner la référence. Enfin, Monsieur le Président, je ne vois pas très bien, mais vous non plus, apparemment, se trouve le problème. No, there is no problem. Just Le juge président, non, il n'y a pas de problème. Allez-y, poursuivez. Alors, Monsieur le témoin, vous savez, je vais vous poser quelques questions, mais d'abord, je vais vous poser une question toujours à propos de ces bombardements, hein, toujours à propos de ces attaques. Je vais d'abord vous poser une question pour ne prendre aucun risque. En audience privée à huis clos, si vous voulez bien, Monsieur le Président, et ensuite nous reviendrons en audience publique, d'accord? okay, then let's go in. Très bien, passons en audience privée alors. Nous sommes en audience publique, Monsieur le Président. Thank you very much. Merci bien, Maître Alti, à vous. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le témoin, il a été question d'une attaque le mardi 5 avril du, si j'ai bien compris, camp Agban, et vous me direz si je me trompe ou pas, par les éléments de Shérif Ousmane, correct? Oui, c'est exact. Alors, tout d'abord, il a été question d'obus lancés sur le camp Agban et ses alentours, à partir d'un point de lancement qui était situé aux alentours du lycée technique. À votre avis, ce point de lancement, c'était dans le lycée, c'était dans ses environs immédiats, c'était à peu près où? Je ne peux pas donner avec exactitude le point précis, mais c'est donc dans les environs du lycée technique ou même dans le lycée technique. Puisque après, on a entendu, après le 12 avril, le 12-13 avril, on a entendu des cris de femmes qui avaient été violées, des femmes qui étaient allées se réfugier dans ce lycée-là, qui avaient été violées donc par des éléments rebelles. Et elles criaient à haute voix au secours, on nous viole, je viens d'accoucher. C'était des voix qu'on entendait distinctivement. Et quand vous entendiez ces femmes en train d'être violées, appeler au secours, qu'avez-vous fait?
Pardon, monsieur le témoin. Avant de répondre, n'oubliez pas, nous sommes en Oui, audience je publique. Hein. voilà, oui. Ce qu'on a fait, ça, à huis clos, je pourrais l'expliquer. Bon. Alors, je vous reposerai la question en huis clos. Mais je vais continuer pour éviter qu'on passe sans arrêt de huis clos à audience publique, hein, si vous permettez. Alors, cette attaque du 5 avril, c'était la première que le camp subissait à votre connaissance? Oui, oui, oui. C'est à cette période-là que commençaient les attaques concernant la caserne là-bas. D'accord. Qui est Shérif Ousmane? Chéri Ousmane était un ancien chef de l'armée ivoirienne qui était en poste au premier PCP, bataillon de commando parachutiste, et qui, après avoir été arrêté pour attentat à la sûreté de l'État, a pu s'échapper juste avant, a pu s'évader juste avant l'attaque de 2002. Et donc, j'ai passé aux mains des forces nouvelles. D'accord. Et en 2011, quel est son rôle? En 2011, il était commandant. Commandant, il commandait un détachement, les détachements des forces spéciales, des forces nouvelles basées à Boaké. Et il a participé donc aux attaques sur Abidjan avec ces forces qu'on appelait les guépards. D'accord. À votre connaissance, ces guépards ont-ils commis des crimes sur des éléments civils à cette période-là? Je ne peux pas confirmer, à cette période de 2011, je ne peux pas confirmer. Je n'ai pas été témoin de scènes particulières qu'il aurait eu à commettre. Mais les viols dont vous parliez il y a quelques instants, et nous reviendrons sur le détail, hein, mais là j'ai une question. Par qui étaient-ils commis? Par qui? Je ne vous entends pas bien. Je vais répéter. Les viols dont il était question, dont vous venez de nous parler, ces femmes que vous entendiez appeler au secours, qui les violait? Je ne sais pas. Je ne saurais le dire. Mais vous avez dit, sauf erreur de ma part, et je vous cite, c'était tout à l'heure, violé par les éléments rebelles, c'est bien ça? Oui, oui. Oui, dans les éléments rebelles, mais je ne peux pas dire précisément les rebelles appartenant. Vous savez, dans la rébellion, il y a beaucoup de rébellions face nouvelle, il y a beaucoup de commandants d'unité, il y a beaucoup de chefs. Donc c'est pour ça que je dis que je ne peux pas dire précisément que c'est les éléments de pas Chérif Ousmane, les éléments de Wataou, les éléments de Ouattaramourou, mais c'était les rebelles. D'accord. Alors, cette attaque du 5 avril, combien de temps a-t-elle duré? C'est une première attaque qui a commencé de 12h30 jusqu'à aux environs de 17h, 17h30. Et puis, ça a repris dans la nuit. La nuit, aux environs, je ne sais pas, de 22h, 23h. Ça a repris dans la nuit jusqu'au petit matin, dans les alentours de
2h, 3h, 4h du matin. À votre connaissance, les défenseurs du camp ont-ils eu des pertes? Les défenseurs du camp, à part, donc, ces attaques se sont poursuivies, je dirais, j'ai donné le jour du mardi sec, mais ces attaques se sont poursuivies chaque jour jusqu'au vendredi, parce que hier, le cessez-le-feu qui a été signé entre les rebelles et les gendarmes. Donc, au niveau des gendarmes, à part la petite fille Andrea Kobena qui a été tuée, je n'ai pas eu connaissance d'un gendarme qui serait tombé à cette occasion-là. Il y a 2 gendarmes dont on m'a informé qu'ils sont tombés. Ils sont tombés dans une embuscade qui avait lieu à l'extérieur de la caserne d'Agba. D'accord. Alors, nous sommes en audience publique, donc ne dites pas comment vous avez été informé de ces faits, etc. Mais est-ce que vous pouvez nous dire un mot de cette embuscade dont vous nous parlez à l'instant? C'était à quel moment? Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, les gendarmes sont-ils partis faire un ravitaillement en nourriture, puisqu'il n'y avait plus de nourriture. Donc, ils sont allés pour faire un ravitaillement sur Benjerville. Donc, ils se déplaçaient dans le sens la caserne d'Arban vers la petite banlieue de Benjerville. Et c'est parvenu à hauteur du carrefour de la Riviera 2 qu'il y a eu l'embuscade où il y a 5 gendarmes au total qui sont décédés. Merci. Est-ce que vous savez de quelles armes étaient équipés ceux qui ont tendu l'embuscade? De l'avis des gendarmes, il y avait des RPG et il y avait des armes lourdes de type AA-52 ainsi que PKM. D'accord. De quelles armes étaient équipés ceux qui, à partir du 5 avril, ont attaqué le camp Agban de la manière que vous nous avez dite? J'ai dit qu'il y avait des obus, puisque l'attaque a commencé par le lancement des obus, moitié de 82 mm, moitié de 60 mm. Donc, ils avaient donc des mortiers, ils avaient donc des RPG, ils avaient donc PKM, des A52. De toute façon, une grande partie de l'armement que Chérif Ousmane et ses hommes utilisaient, quand les gendarmes les ont neutralisés, ils ont pu prendre une partie de ces armes-là. Donc il y avait tout dedans, des RPG, des PKM, des A52, des Kalachnikov étaient à l'intérieur. D'accord. Ce que vous nous dites, c'est que les gendarmes ont réussi à neutraliser les assaillants de Chérif Ousmane, c'est ça? Si. Une partie. D'accord. Vous nous avez expliqué tout à l'heure le modus operandi dans d'autres parties du pays. Lorsque les forces rebelles se heurtaient à une résistance et ne parvenaient pas à la subjuguer, les forces françaises intervenaient. Est-ce que vous nous avez parlé de bombardements sur le camp Agban tout à l'heure? Est-ce que ces bombardements français
sont la résultante de la résistance du camp Agban. Tout à fait, puisque, comme j'indiquais, ils avaient commencé leur combat le 5 avril et jusqu'au vendredi, il y a eu un cessez-le-feu. Un cessez-le-feu entre les gendarmes et les forces rebelles. Et donc c'est le dimanche que le bombardement de l'armée française a commencé. Vous voulez dire pendant le cessez-le-feu? Est-ce que j'ai bien compris? Oui. Mais comme le cessez-le-feu s'était signé entre les gendarmes et les rebelles, l'armée française n'était pas concernée par le cessez-le-feu. Donc, c'est comme ça, en bombardant la caserne, les gendarmes ont été obligés donc, de faire la reddition. D'accord. Qui a négocié le cessez-le-feu du côté des rebelles? C'est Kouné Zakaria et le général Kassalaté qui se sont parlé. Parce que selon les rapports que j'ai eu des gendarmes. Ne donnez pas d'éléments, n'est-ce pas? Alors, qui est Kone Zakaria? Kouné Zakaria, c'est un autre chef rebelle aussi. On a Kouné Zakaria. Il semble qu'en ce moment, il doit être adjoint au commandant du bataillon d'artillerie sol air. Voilà. Et il venait d'où avant de se trouver à Abidjan? Kouné Zakaria était... Ah oui, bon, normalement, au début de la rébellion, c'est lui qui commandait la zone de Bavois. La zone de Bavois, ils ont été à un moment en disgrâce, donc il s'est replié au Burkina. Et c'est donc c'est du Burkina qu'il est venu pour participer à l'attaque. Pourquoi en disgrâce? Disgrâce entre eux. Ils ont eu des problèmes entre eux, et donc c'est comme ça que Moussadi, m'a-t-on dit, il a été obligé d'aller se réfugier un moment au Burkina. D'accord. Quand vous dites des problèmes entre eux, vous voulez dire des problèmes entre rebelles, est-ce que c'est ça? Mais entre rebelles, je veux dire. Vous pouvez nous dire quel type de problème? Non, je n'avais pas connaissance des problèmes qu'ils ont eu. D'accord. Qui a décidé de la disgrâce? Qui a... Je ne sais pas. Vous ne savez pas. D'accord. Et vous nous avez dit qu'il s'est replié au Burkina. Pourquoi au Burkina? Je ne sais pas, mais j'ai la confirmation par des renseignements que j'avais reçus qu'il y avait un ranch au Burkina. Donc, voilà. Je ne sais pas pourquoi le Burkina, mais je sais qu'il y avait un ranch au Burkina. D'accord. Alors, nous allons refaire le même exercice, monsieur, si vous voulez bien, et
si la Cour l'autorise, c'est-à-dire que je vais vous poser quelques questions en séance à huis clos partiel, et puis nous repasserons en audience publique, et je vous poserai des questions à partir de ces premières questions. Est-ce que vous êtes d'accord? D'accord. Monsieur le Président, avec votre autorisation. Yes, please, let's go to. Oui. Alors, monsieur le greffier d'audience, huis clos partiel. Nous sommes en audience publique, Monsieur le Président. Thank you, court officer. The floor is to the. Merci, monsieur le greffier d'audience. Merci, Monsieur le Président. Alors, Monsieur le témoin, il était question du commando invisible. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'était ce commando invisible? Le commando invisible a commencé ses activités au départ en dirigeant les barricades. En ce moment, ils étaient pris comme des civils qui érigeaient des barricades, brûlaient des pneus sur la voie publique. Et après, donc, les barricades, ils sont passés à l'attaque des commissariats, le commissariat notamment d'Abobo. Et après avoir attaqué le commissariat d'Abobo, que les renforts de la brigade anti-émeute avaient été amenés, notamment au rond-point d'Abobo, ils se sont attaqués à ces positions de forces de défense et de sécurité. Et c'est en ce moment-là qu'ils ont fait au total, au niveau des policiers, près de 32 morts. D'accord. Vous nous avez dit, à l'instant, je vous cite, « Ils étaient pris comme des civils qui érigeaient des barricades ». Qu'est-ce que vous voulez dire? Je dis qu'au départ donc, de leurs activités, le mode opératoire c'était qu'ils mettaient des barricades, donc les forces de défense et de sécurité arrivent pour dégager les barricades et faire cesser donc le trouble à l'ordre public. Et au moment où ils se mettent à enlever ces barricades-là, ils sont pris au feu ennemi. Donc les barricades, en définitive, servaient comme si un temps de. Comme un élément d'arrêt pour qu'ils soient dans leur embuscade, dans la masse, pour pouvoir les tirer dessus. Donc c'est pour ça que j'ai parlé au départ, comme des civils qui battent la route avec des planches de table du marché et tout ça. D'accord. Alors, vous nous dites, au moment où les forces de maintien de l'ordre s'évertuent à enlever ces barricades, ils sont pris sous le feu ennemi. C'est ce que vous venez de dire. Oui. Quel est le type d'armement utilisé pour attaquer les forces de sécurité? Le commando invisible a utilisé des armes lourdes de type, comme j'avais décrit en audience à huis clos. Ils ont utilisé donc les LRAC, les conditions que je vous ai expliquées. Ils avaient aussi des RPG, ils avaient aussi des armes de type PKM, ils avaient aussi des armes de type armes automatiques, modèle 52, AA52. Ils avaient aussi des Kalachnikov. En tout cas, l'armement type, moins d'une section de combat. D'accord. Savez-vous
Combien de combattants, plus ou moins, pouvaient mobiliser le commando invisible à Abobo? Non, non. Même pas une approximation. Non, 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 non. Il frappait partout, par petits groupes. Donc je ne peux pas, je peux pas, j'ai pas eu de renseignements sur le nom. D'accord. Monsieur le Président, il est presque midi. Je crois qu'on peut interrompre ici. Il me semble que ce serait opportun. Okay, so Bien. Alors nous allons faire cette pause d'une demi-heure et nous reviendrons à 12h30 pour 1 heure d'audience. Les rebelles, à part la case de l'escadron d'Ambobo, où on a su que c'est les forces de défense et de sécurité qui tiennent, les autres parties d'Ambobo, en particulier que ce soit PK, PK 18 et tout le reste jusqu'à Niamey, étaient aux mains de la rébellion. Hein. D'accord. Donc, pour être clair, vous nous dites il n'y avait plus de lieu où se trouvaient les forces de sécurité à ce moment.
En huis clos partiel, si le président l'autorise. Sorry, we should go into. Nous sommes en audience publique, Monsieur le Président. Thank you very much, Maître Altit. Maître Altit. Monsieur le témoin, IB, comment et quand est-il mort? Il est mort après l'arrestation du président Laurent Gbagbo. Et il est mort dans les conditions d'une intervention de l'armée française à P4-18. C'est ce que j'ai appris. Pour qu'on comprenne bien, est-ce que vous voulez dire que c'est l'armée française qui est intervenue contre lui et que des soldats français l'ont tué? C'est ça que vous dites? Oui. C'est ce qu'ils ont fait. D'accord. C'était quand? Je ne peux pas préciser, mais c'est après l'arrestation du président Laurent Gbagbo. C'est ce que je dis. D'accord. Et que sont devenues les troupes de IB à partir de ce moment-là? Bon, je ne sais pas quelle décision ils ont pris à leur égard, mais j'ai pris dans le parcours que j'ai eu, il y a eu des gens qui semblent avoir été intégrés dans le cas des forces républicaines de Côte d'Ivoire. D'accord. Alors, je vais revenir brièvement sur la question des attaques que subissaient les véhicules des forces de sécurité à Abobo et je voudrais vous présenter un document. Je vous demande de le... Ah, pardon. Je voudrais vous présenter un document en audience à huis clos partiel. Monsieur le Président, avec votre autorisation. Let's go again. Alors, nous allons une fois de plus passer à huis clos partiel. Merci. Nous sommes en audience publique, Monsieur le Président. Thank you. Je vais reprendre la parole, Monsieur le Président, avec votre autorisation. Of course you can, Merci, Monsieur le Président. but with the Mais vous voulez que le témoin entende ou non? Continuer mon interrogatoire. Je vais continuer mon interrogatoire. oh okay, oh sorry. D'accord, très bien. Je cherchais juste une formulation qu'il avait utilisée pour lui poser une question. Bon, monsieur le témoin, pendant que nous cherchons, je vais continuer à vous poser des questions si vous voulez bien. Et nous sommes en audience publique, je crois. Je vérifie. Oui, nous sommes en audience publique, donc évitez tout élément d'information, n'est-ce pas? Alors, je voulais savoir, vous nous avez expliqué les attaques du commando invisible contre les forces de sécurité, c'était très clair.
Oui. Le commando invisible s'est-il attaqué aux populations civiles? J'avoue que je me suis plutôt intéressé à ce qui nous concernait. Je Vous ne êtes peux en pas audience, confirmer. vous êtes en audience publique, hein. Je vous ai interrompu, vous me pardonnez, parce que voilà, c'était pour vous rappeler que vous étiez en audience publique, hein. Je ne me rappelle pas. D'accord, d'accord, d'accord. Savez-vous si tout ou partie de la population a fui à Bobo? Oui, à ne pas coûter, à Bobo, beaucoup de personnes, il y a eu beaucoup de mouvements migratoires d'un Bobo vers les autres quartiers, et particulièrement le quartier d'Anopa Coûté a été l'objet d'attaques. Mais je ne peux pas dire si c'est le commandant invisible ou c'est une coalition de forces rebelles. D'accord. Ce quartier a fait l'objet d'attaques? Oui, Anopa Coûté. Attendez 2 secondes, je regardais les traducteurs pour savoir si tout allait bien. Ok. Ce quartier a fait l'objet d'attaques, disiez-vous à l'instant, et par, si je vous ai bien entendu, différentes forces rebelles. Combien y a-t-il eu d'attaques à votre connaissance? À Bobo, À Nankwa-Kouté. Anopa Coûté, je crois qu'il y a eu 2 attaques. Mais la plus sanglante, que je retiens, la plus sanglante, il y a eu plusieurs morts. Plusieurs morts. Ces morts, c'était des civils? Tous c'est des civils. C'est un village. C'est un village qui est situé à hauteur du dépôt de bus Sotra d'Abobo. Donc c'était tous des civils. D'accord. C'était à quelle période ces 2 attaques, vous vous souvenez? Bon, en audience, je veux dire, la première attaque, je ne rappelle pas, je ne peux pas cadrer toute la période, mais la deuxième attaque, c'est l'attaque dont on a parlé en huis clos avant le 6 mars, la nuit du 6 au 7 mars. D'accord. Est-ce que vous savez pourquoi les habitants de ce village ont été attaqués? Non, non, mais Qui sont les habitants de ce village? ce sont les ébriers. D'accord. Est-ce que le village d'Anankwa-Kouté a été en tout ou partie détruit? Il y a eu des maisons qui ont été saccagées, mais le village n'a pas été détruit totalement. D'accord. Est-ce que l'église d'Anankwa-Kouté a été touchée dans cette attaque? Les souvenirs ne sont pas très bons. Je pense que oui, l'église a été touchée. L'église a été touchée. Parce que il y a des personnes qui ont été exfiltrées à partir de cette église. Mhm. D'accord. À votre connaissance, et attention, nous sommes en audience publique, que sont devenus les habitants du village d'Anankwa-Kouté après ces attaques? Les habitants, tous ceux qui avaient les moyens de
fuient, ont pu fuir le village. Et ceux qui n'avaient pas la possibilité, en l'occurrence les femmes, les enfants et les vieillards, ont été évacués par les forces de défense et de sécurité à la paroisse Saint-Ambroise d'Angré et des blessés à l'hôpital militaire. D'accord. Monsieur le Président, je vais poser des questions un petit peu plus précises sur cet événement et je voudrais passer quelques minutes à huis clos partiel, s'il vous plaît. Yes, please. Oui, je vous en prie. Monsieur le greffier d'audience. Nous sommes en audience publique, Monsieur le Président. Maître le titre. Maître Altit. Alors, il a été question, monsieur le témoin, du coup d'État du cheval blanc. Vous vous souvenez de ça? Le cheval blanc de Guéroulet. Oui. Alors, je ne vous demande pas votre rôle, car nous sommes maintenant en audience publique. Je ne vous demande rien à ce propos-là. Je voudrais simplement que vous nous expliquiez de quoi il s'agissait, qui attaquait qui, ou quel était l'enjeu, qu'on comprenne un peu cette succession de crises. Vous voyez ce que je veux dire? D'accord. Vous voulez bien répondre là-dessus? Oui. Si j'ai compris, il s'agissait d'une attaque contre le général Gay Oui. lorsqu'il présidait le pays. Est-ce que c'est bien cela? Oui. L'attaque, attentat à la sécurité de l'État, on a appelé le complot du cheval blanc, a eu lieu dans la nuit du 17 au 18 septembre 2000. Donc je répète, c'était le 17 au 18 septembre 2000. C'est un groupe de militaires dont on retrouve les noms aujourd'hui dans la rébellion et ensuite dans le FRC. Donc c'était un groupe de militaires donc, qui avait décidé de renverser le pouvoir du général Guy Hubert. Et dans ce mouvement, ils ont attaqué donc la résidence du général Guy Hubert. Et c'est comme ça que les forces de défense et de sécurité sont intervenues. Un, pour extraire le général Guy Hubert et le mettre en dessus. Deux, pour ramener la sécurité à sa résidence et à la maison de la radio-télévision ivoirienne. Et c'est parce qu'au cours de cette intervention, il y a eu le cheval blanc du général qui est mort des suites des tirs qu'on appelait le complot du cheval blanc. D'accord. Qui étaient ces hommes qui ont essayé de faire tomber le général Gay? Si j'ai pu identifier quelqu'un dedans, parce que c'est difficile, le général Gay travaille avec tous ceux qui sont aujourd'hui FSI, qui étaient Force Nouvelle. Donc, ce que j'ai pu identifier à l'intérieur, il y avait Thio Fosier notamment. J'ai pu physiquement identifier avec un autre caporal qu'on appelait la Grenade, qui avait pour surnom la Grenade.
D'accord. À votre connaissance, il fait quoi Tuofosier aujourd'hui? Tuofosier, il était chef rebelle d'une zone, au nord. Lui et puis Faufier, il était commandant d'une zone au nord. Je ne sais pas où il se trouve en ce moment. D'accord. Vous nous avez dit à l'instant, et je vous cite, c'est un groupe de militaires dont on retrouve les noms aujourd'hui dans la rébellion et ensuite dans les FRCI. Vous pensiez à qui d'autre à part Tuofosier? Mais à part Tuofosier, c'était tout le groupe de Cheikh Ousmane et pour la personne qui serait mieux indiquée pour décrire tout ce qui était dedans, je pense que c'est un commandant qui est à la retraite, il s'appelle Oulaka Gaoudi. Et pourquoi est-ce qu'il serait mieux indiqué, lui? Parce que non seulement il travaillait avec symbiose avec le général Guy Robert, et en plus, c'est lui qui avait réussi à identifier même ces personnes-là sur le terrain. D'accord. Il fait quoi aujourd'hui, Shérif Ousmane? Chez Ousmane, on risque de me tromper, on dit qu'il intervient dans le GSPR aujourd'hui. Le GSPR, vous m'arrêtez si je me trompe, c'est bien le groupe de sécurité de la présidence. Oui, oui. Donc, est-ce que vous nous dites, en fait, il est chargé de la sécurité du président Ouattara, c'est ça que vous nous dites? Et en ce moment, oui. D'accord. Et tous ces hommes qui se sont attaqués au général Gay en septembre 2000, ils agissaient pour le compte de qui? Je ne sais pas. Je ne sais pas. S'ils réussissaient le coup, je ne sais pas à qui ils allaient donner donc le pouvoir en ce moment. Est-ce qu'il est possible de dire que ceux qui étaient à la manœuvre à l'époque contre le général Gay étaient aussi à la manœuvre en 2010 contre le président Gbagbo? Oui, il est juste, on peut le dire avec justice. Puisque comme je vous ai indiqué, c'est pratiquement, c'est même pas ça avec les quelques noms que je vous ai donnés, qui se sont retrouvés dans les forces nouvelles, et puis ensuite, dans l'attaque de la ville d'Abidjan, l'attaque généralisée depuis le nord en progression vers le sud jusqu'à la ville d'Abidjan. D'accord. Monsieur le Président, oui, j'ai vu l'heure et je m'en remets à vous. Je pense que nous allons pouvoir faire la pause déjeuner. Nous sommes en audience, c'est cela? Très bien. Alors, pause déjeuner jusqu'à 15 heures. Et ensuite, nous aurons un volet d'audience de 2 heures. Merci.
All rise, vous vous levez. Please be seated, veuillez vous asseoir. Good afternoon. Bon après-midi à tous. Bonjour, bon après-midi à vous, monsieur le témoin. Nous sommes en audience publique et je cède la parole à Maître Altit. Merci, Monsieur le Président. Rebonjour, Monsieur le témoin. Bonsoir, maître. Ça va? Oui, ça va, merci. D'accord. Alors, nous en étions restés, avant de nous arrêter, au coup d'état du cheval blanc. Monsieur le témoin, juste pour les besoins de la retranscription, vous disiez, je vais vous lire, hein, juste avant qu'on arrête la... juste avant qu'on arrête l'audience, vous disiez, puisque comme je vous l'indiquais, ce seraient pratiquement ces mêmes personnes, avec les noms que je vous ai donnés, qui se sont retrouvées dans les forces nouvelles, et puis ensuite dans l'attaque de la ville d'Abidjan. Enfin, l'attaque généralisée depuis le nord, en progression vers le sud, jusqu'à la ville d'Abidjan. Alors, je ne veux pas revenir sur ce que vous avez dit, c'est simplement pour plus tard, quand on relira tout ce qui a été dit, que les choses soient claires. Puisque, comme je vous l'indiquais, ce seraient pratiquement ces mêmes personnes avec les noms que je vous ai donnés, c'est-à-dire, et c'est la question que je vous pose, ces mêmes personnes qui étaient derrière le coup d'état du cheval blanc, c'est bien ça? Oui, qui se sont retrouvés dans les forces nouvelles, et puis ensuite dans l'attaque généralisée depuis le nord en progression vers le sud jusqu'à la ville d'Abidjan. Et cette fois-ci, vous parlez de quelle année? 2011. D'accord. Alors, après cette tentative contre le général Gay, il a été question d'un coup d'État du général Gay en octobre 2000. Vous vous souvenez que nous en avons parlé, n'est-ce pas? Un coup d'État contre le général Gay en octobre. Non, pardon. Je vais reformuler que ce soit clair, hein. Il a été question d'un coup d'État du général Gay, lors des élections d'octobre 2000. Est-ce que c'est bien cela? Est-ce que c'est bien ce dont il a été question? Please. The problem is that you overlap all. Attention, il y a chevauchement. Donc n'oubliez pas d'attendre, de ne pas vous couper la parole. Sinon, nous manquons des morceaux parce qu'il y a chevauchement. Je vais reformuler, monsieur, hein, comme ça les choses seront claires et vous pourrez répondre tranquillement et tout sera clair dans les transcrits. Donc, il avait été question
d'un coup d'État ou d'une tentative de prise de pouvoir par la force du général Gay à l'occasion des élections d'octobre 2000. C'est bien ça? C'est bien cela. Alors, vous nous avez expliqué de quoi il s'agissait. Est-ce que vous pouvez nous rappeler, cette fois-ci en audience publique, et je vous le répète, nous sommes en audience publique, le déroulé des événements, très simplement, mais que l'on comprenne bien ce qu'est cette nouvelle tentative de coup d'État. Au cours de l'année donc 2000, il y a eu en octobre les élections présidentielles. Le général Guy Robert était en ce moment chef de l'État et les résultats qui commençaient à être proclamés par la commission électorale indépendante commençaient à donner au vainqueur le candidat Laurent Gbagbo. C'est à ce moment-là que le général a interrompu la diffusion des résultats. Il a fait arrêter le président de la commission électorale indépendante et a commencé lui-même à s'autoproclamer président de la République. C'est à cette proclamation que la population est descendue dans les rues pour réclamer le rétablissement de l'ordre républicain. Dans ce cadre-là que la voix du peuple a primé et les forces de défense et de sécurité sont sorties donc pour rétablir l'ordre républicain en dégageant, en délogeant les hommes du général Guy Robert qui étaient à la radio-télévision ivoirienne, à la radio et au palais pour permettre ensuite que le président de la commission électorale donne ses résultats et que le président devenu président maintenant, Laurent Gbagbo, donne sa première allocution. Voici comment se sont déroulés, en résumé, les événements de 24-25 octobre 2000. D'accord. Alors, passons au coup d'État suivant. Je fais référence notamment pour ma contradictrice à la page 46, ligne 14, des transcrits du 7 juillet 2016. Transcrits naturellement en français. Vous vous souvenez, monsieur, que le 7 juillet, vous nous avez parlé d'une tentative de coup d'État contre Laurent Gbagbo qui avait lieu en 2001. Est-ce que vous pouvez, nous sommes toujours en audience publique, est-ce que vous pouvez nous en dire plus, nous expliquer qui était derrière cette tentative, comment ça s'est passé, enfin nous donner des éléments qu'on comprenne, mais simplement, hein, c'est pour qu'on ait une idée. Le 8 janvier 2001, c'était donc l'attaque qui s'est résumée par l'attaque de la caserne d'Aban, parce que dans la stratégie des assaillants, ils estimaient que la caserne qui défendait donc le nouveau régime, était donc les gendarmes. Donc l'attaque s'est orientée exclusivement sur la caserne d'Aban.
Et donc, c'était, comme je vous disais, c'est pas à tort que je disais que c'était les mêmes éléments de, de complot du cheval blanc, puisque à ces attaques-là avaient participé les mêmes personnes comme Chérif Ousmane, Thio Fosier, et particulièrement dans les renseignements qu'on avait eus, il y avait donc un ancien sergent aussi qui s'appelait Ouattara, qui est Ouattara Youssouf, qu'on appelle communément Kobo, qui est aujourd'hui, il était avec le Premier ministre Soro, et je sais que jusqu'à présent, il est donc encore dans le sillage du Premier ministre Soro. Donc pour dire que c'est quasiment les mêmes personnes qui ont perpétré l'attaque de la caserne de Daban-Janameri, ce que j'ai nommé par la première tentative de coup d'État contre Laurent Gbagbo. D'accord. Quel était leur but? Le but, tel qu'exprimé par le Ouattara dont je parlais, Kobo, c'était d'empêcher la sortie, d'être sûr qu'ils contiennent la caserne d'Aban dans leur camp et permettre d'orienter maintenant une attaque sur le palais présidentiel et la résidence pour être en mesure d'enlever le président de la République. Voici la stratégie qu'ils avaient établie. D'accord. Donc, si je comprends bien, ils voulaient enlever le président Laurent Gbagbo. Oui, c'était clair. D'accord. Qui voulait-il mettre à la place? Je ne sais pas. D'accord. Monsieur le témoin, y a-t-il eu des morts à l'occasion de cette attaque? 2001, non, il n'y a pas eu de mort. Il n'y a pas eu de mort, je veux dire, il n'y a pas eu de mort, je veux dire, côté des forces de défense de sécurité, mais les assaillants ont eu quelques morts. Il passe à une dizaine à peu près. D'accord. Alors on va passer, si vous voulez bien, à l'attaque des 18 et 19 septembre 2002. Vous vous souvenez que nous en avons parlé ici, le 7 juillet, et pour les parties, la Chambre, et en particulier ma contradictrice, c'est page 46, ligne 16, des transcrits français du 7 juillet 2016, page 47, ligne 15, à page 48, ligne 2, des transcrits français du 7 juillet 2016, et page 47, ligne 19, toujours des transcrits français du 7 juillet 2016. Alors, il avait été question, et monsieur, nous sommes en audience publique. Il avait été question de l'attaque à l'occasion de ces tentatives contre le pouvoir des 18 et 19 septembre 2002, de l'attaque de la caserne Agban. Est-ce que j'ai bien compris? On est en 2002, est-ce que c'est bien ça? Oui, 2002, il y a eu non seulement l'attaque de la caserne d'Agban, mais il y a eu aussi l'attaque des hommes attaque des résidences des personnes qu'on estimait être très proches du président Laurent Gbagbo, en l'occurrence le
ministre d'État Boga Doudou Émile, qui est donc décédé des suites de cette attaque, et l'attaque aussi de la résidence du ministre de la Défense d'alors, Lida Kwasi Moïse. D'accord. Et c'est la riposte des forces de défense et sécurité qui a permis de refouler les assaillants qui se sont mués non plus en attentat à la sûreté de l'État, mais qui se sont repliés un peu vers Boaké pour faire une rébellion armée. D'accord. Qui étaient ces assaillants? Je dis depuis toujours que c'est les mêmes qui ont commencé dans le cheval au complot là, jusqu'à... c'est les mêmes. Pour que ce soit clair pour nous, vous voulez dire ce sont les mêmes? Quand je dis c'est les mêmes, ce sont les mêmes, ce sont les Kone Zakaria, ce sont les Chéri Ousmane, ce sont les Watawo, ce sont ceux qui ont commencé la rébellion. Et je connais, eux, mais ils savent que ce que je dis c'est vrai. D'accord. Qui voulait-il mettre au pouvoir à la place du président Gbagbo? Ah, je ne sais pas encore. D'accord. Alors, il va nous falloir passer un court moment en audience à huis clos partiel, parce que je voudrais vous poser une ou deux questions un peu plus précises, avec votre autorisation, Monsieur le Président. No. Of course, Le juge président, bien évidemment. Passons à huis clos partiel.
Nous sommes en audience publique, Monsieur le Président. Thank you very much. Merci beaucoup. Maître Altit? Merci, Monsieur le Président. Monsieur, nous avons parlé des événements à l'hôtel Ivoire en novembre 2004. Quel type d'armes les forces françaises qui étaient à l'hôtel Ivoire ont-elles utilisé pour tirer sur la foule qui était autour de l'hôtel Ivoire? Ils ont utilisé les canons. D'accord. Alors maintenant, nous allons passer à un autre thème. Et très franchement, Monsieur le Président, je ne suis pas certain de savoir s'il vaut mieux une audience publique ou une audience à huis clos partiel, brève. Je crois que je vais vous demander une audience à huis clos partiel, j'en suis désolé. L'audition de ce témoin est partie sur ces bases-là. So let's go back to D'accord, repassons à huis clos partiel.